Et on va parler de la guerre civile en Syrie qui reprend, mais qui, pourrait-on dire, n'a jamais vraiment cessé. Je vous présente nos invités. Salam Kawakibi, bienvenue à vous. Vous êtes chercheur, directeur du CAREP, le Centre arabe de recherche et d'études politiques. À vos côtés également, Mego Terzian, merci d'être avec nous et bonsoir. Vous êtes l'ancien président de Médecins sans frontières, aujourd'hui directeur exécutif de l'organisation non gouvernementale Mahed, qui veut dire le berceau, ONG de santé, de solidarité internationale qui intervient dans les zones de conflit. Je précise qu'elle est composée en partie de médecins issus de la diaspora syrienne en France. Vous intervenez dans des régions qui ne sont pas gouvernées par le régime syrien. Et puis notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Salam Kawakibi, est-ce que vous avez été surpris par cette offensive fulgurante, on peut le dire en tout cas, ou est-ce qu'il y avait des signes annonciateurs selon vous? Il y avait des signaux, surtout quand les rebelles ont menacé le régime, il y a 2 mois de ça, de riposter aux frappes aveugles qui subissaient, ainsi que les civils, dans leur zone du nord. Mais à cette envergure, personne ne s'attendait. Les gens s'attendaient surtout à la reprise des territoires concernés par les accords d'Astana, qui ont été signés entre la Turquie et la Russie en 2019, qui stipulait le cessez-le-feu à une certaine limite, que ni la Russie ni le régime syrien n'ont respecté. Tout le monde s'attendait à que les rebelles reprennent ces zones-là. Mais apparemment, ils ont trouvé, ça me renvoie un peu à 7 octobre, ils ont retrouvé que la route est largement ouverte, qu'il n'y avait aucune résistance, qu'il y avait des fuites par centaines des milices et des soldats. Est-ce que vous faites un lien entre la situation entre Israël et le Liban, avec notamment les combattants du Hezbollah qui ont dû se replier et qui étaient un soutien du pouvoir syrien? Est-ce que ça a joué? Faire le lien, c'est un peu problématique, parce que ça risque de montrer que l'action des rebelles est liée à une volonté israélienne ou quelconque. En réalité, c'est vrai que le régime syrien n'avait aucune force. Sa seule force, c'est les milices extérieures venant d'Irak, voire d'Afghanistan et du Liban, avec l'appui de l'aviation russe. Tant que ces groupes ou ces armées sont occupées par leurs affaires, bien sûr, ça affaiblit au maximum le pouvoir syrien. Alors, on va continuer à analyser la situation géopolitique avec vous, avec Slimane Zeguidour, qui nous parlera dans quelques instants des acteurs que sont la Turquie, l'Iran et la Russie, que vous avez déjà cité, Salam Kawakibi. Mais d'abord, l'aspect humanitaire. Mego Terzian, quelles sont vos informations? On parle déjà, l'ONU parle déjà de centaines de morts et déjà d'attaques, d'exactions contre des civils. Que savez-vous de la situation? Mes collègues qui travaillent initialement au nord du province de Alep et à Idlib ont réussi à accéder à Alep-ville très rapidement, un jour après la chute de la ville de Alep. Ils ont initialement visité les centres de santé. En grande partie, les centres de santé ne sont plus fonctionnels parce que les ressources humaines ont abandonné leur poste. Tout simplement parce qu'ils ont peur de ce changement drastique de la situation. Très honnêtement, mes collègues n'ont pas rapporté que les centres de santé avaient été attaqués par les combattants. En grande majorité, les structures de santé avaient été respectées. Mais le personnel médical a peur de continuer le travail, ce qui cause un problème. Et on sait que depuis le début de cette guerre civile, et désormais comme dans tous les conflits, des images nous parviennent des réseaux sociaux. Il faut les prendre avec précaution, mais celle que je vais vous montrer est sans doute désormais vérifiée. Le chef islamiste Abu Mohamed al-Jolani, en plein cœur d'Alep, qui visite la citadelle. On le voit sur ces images avec une foule rassemblée autour de lui. Salam Kawakibi, est-ce que vous pouvez nous dire qui est cet homme et qui est ce mouvement qui a mené cette offensive fulgurante? Est-ce que c'est l'ancien Front al-Nosra qui porte un autre nom? C'est les résidus d'ancien Front Nusra, mais il est composé surtout par les résidus de l'armée libre qui a été privée de soutien, privée de munitions par les supporters occidentaux. Et ils l'ont laissé tomber dans les mains de Jolani. Alors, la majorité des combattants sont des combattants qu'on ne peut pas qualifier de djihadistes, ni d'intégristes. Mais bien entendu, c'est le groupe HTC,
est un groupe radical. Mais Hayat Tahrir al-Sham. Tahrir al-Sham. Mais aujourd'hui même, Jolani, dans sa visite d'Alep, il a annoncé qu'il pense à dissoudre le groupe, c'est-à-dire dissoudre la structure religieuse du groupe. Et il a parlé d'une administration civile, locale, pour gérer la situation à Alep, à tous les niveaux. Alors, il y a un développement assez remarquable dans le discours et les pratiques de ce groupe-là. Ça ne veut pas dire qu'il s'est transformé d'un groupe djihadiste à un groupe laïque, loin de ça, mais il faut prendre les choses avec beaucoup de nuances, vous voulez dire. Comment ils ont été accueillis par les populations civiles? Vous savez, beaucoup d'entre les combattants qui sont entrés à Alep sont des Alepins. Alors déjà, les gens ont retrouvé leur maison, ont retrouvé leur famille, ils ont retrouvé les tombeaux de leurs proches. Il y a, pour l'instant, l'accueil est, je dirais pas peut-être extrêmement chaleureux, mais l'accueil est tout à fait positif. Pour l'instant, l'accueil positif. Alors évidemment, c'est un conflit qui s'est mondialisé, c'était le cas à l'époque, ça le reste aujourd'hui. Notre éditorialiste Slimane Zeguidour est là pour en parler. Russie, Iran, Turquie disent aujourd'hui, ces trois pays, être en contact étroit pour stabiliser la situation en Syrie, stabiliser. C'est un diplomate russe qui déclare cela. Slimane, trois acteurs majeurs dans ce conflit. Disons-le, chacun joue sa partition. Ah, complètement. Personne ne cherche à évincer définitivement l'autre du territoire syrien. Mais chacun a des pions sur place, a des intérêts, a des traditions et veut élargir, profiter de l'affaiblissement de l'Iran, notamment donc les Turcs et les Russes, pour élargir leur sphère d'influence. Alors les Turcs ont occupé la Syrie avec l'Empire ottoman de 1518 à 1918, c'est-à-dire 4 siècles. Donc dans le nord, avec les populations kurdes et à travers Alep, ils ont encore certaines influences. Aujourd'hui, la Turquie occupe un morceau de territoire syrien avec à peu près 10 000 soldats. Ces 10 000 soldats sont installés à côté des débris que vient de décrire Salam Kawakibi, des débris d'Al-Qaïda, de Daesh et de d'autres groupes radicaux, qui sont sous leur contrôle, notamment pour surveiller les Kurdes qui eux-mêmes ont une principauté plus ou moins autonome à la frontière de la Turquie qui est soutenue par les Américains. Vous voyez, ce n'est pas très clair, mais c'est comme ça. Donc les Turcs profitent de l'affaiblissement du leadership de la tutelle iranienne sur la Syrie pour donner un coup de semonce à Bachar qui, depuis quelque temps, refuse la main tendue que lui tend Erdogan pour avoir plus d'emprise sur le nord de la Syrie, car Alep, et Salam Kawakibi est alepin, c'est le poumon économique de la Syrie. C'est là où se trouve l'essentiel de l'industrie et une agriculture très performante. Ça, c'est pour les Turcs. Maintenant, les Iraniens et les Russes, qui sont alliés en Ukraine contre le régime ukrainien, mais qui sont solidaires en Syrie sans être totalement d'accord. La Russie a 4 groupes armés. Elle a l'armée régulière, elle a Wagner ou ses avatars, elle a un corps militaire qui s'appelle le corps slave, qui sont des chrétiens orthodoxes, qui se battent pour la chrétienté parce que le patriarcat de Moscou a estimé que la guerre en Syrie, terre de chrétienté, était une guerre sainte. Et enfin, il y a des parachutistes tchétchènes musulmans. Donc il y a une présence russe très forte, plus la seule base de navale stratégique qu'ils ont en Méditerranée, sinon ils n'ont que la mer Noire, le Pacifique et le Grand Nord. Et il y a les Iraniens. L'intérêt pour les Iraniens, c'est que de Beyrouth à Téhéran, via Damas et Bagdad, il y a un continuum de populations chiites qui sont arabes, mais qui, en étant chiites, ont été une pépinière pour l'Iran pour recruter des sympathisants et des milices. Voilà pour cet éclairage. Juste à vous entendre, on a vu cette poignée de main, et Slimane en parlait, entre Recep Tayyip Erdogan et Bachar el-Assad. Est-ce que vous partagez cette lecture de certains observateurs qui disent Bachar el-Assad n'a pas accepté la main tendue d'Erdogan, n'a pas fait de réforme, et du coup les Russes en ont un peu marre aussi alors qu'ils sont occupés au front? Quel est le nœud politique en fait qui a permis aussi sans doute à ces rebelles d'avancer? Même si les Russes ont commencé à bombarder les civils à nouveau, et notamment à Alep, mais il me semble que la Turquie a averti la Russie de cette avancée. Et la Russie, vu ses relations un peu critiques avec Bachar el-Assad, vu son rapprochement inconditionnel avec l'Iran,
la Russie essaye de lui donner des leçons. Ça a été dit à maintes reprises, ça a été montré même à la télé, comment Poutine humiliait Bachar al-Assad dans des réceptions officielles pour lui montrer que ce n'est pas à lui de décider, c'est à lui d'appliquer. Mais apparemment, Bachar al-Assad, il croit aussi fort que son père l'était, qu'il peut jouer la carte iranienne contre la carte russe. Et ce qui s'est passé ces derniers jours lui montre bien que il ne faut pas jouer avec la Russie. Et loin de la géopolitique, il y a donc des civils. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui quelles sont vos craintes, Mego Terzian, vous, pour les civils sur place dans un pays, disons-le, exempt, qui ne s'est pas relevé au fond de plusieurs années de guerre civile? D'abord, il y a un mouvement de population très important à cause de cette dernière guerre. Par exemple, dans une zone qui s'appelle Tal Rafat, au nord-est de Alep, c'était une zone contrôlée par les forces kurdes et la population en grande majorité était kurde. Ils étaient assiégés par les combattants de l'opposition et obligés à quitter leur lieu de résidence, les combattants kurdes ainsi que la population, et près de 120 000 personnes civiles ont quitté cette zone vers le nord-est du pays, dans une zone qui s'appelle Al-Tabaka, contrôlée par le groupe FDS, Force démocratique syrienne, en majorité kurde. Donc en 24 heures, 120 000 personnes sont arrivées sur 25 centres d'accueil. Situation chaotique, il faut organiser l'aide pour ces populations. Très peu d'ONG présents et on a peur de ne pas être à la hauteur des besoins. En parallèle, nous, on a l'expérience depuis fin 2011 de cette guerre en Syrie et on sait comment le régime et les troupes loyalistes bombardent sans distinguer vous voulez dire, oui. les centres et les structures de santé. On sait que être médecin, être infirmier dans ces zones est très dangereux. Malgré tout, vous y êtes. On y est. Comment vous travaillez à Méad? Vous avez des médecins sur place aujourd'hui, prêts à se mobiliser? On a des médecins en majorité syriens sur place depuis le début de la guerre. Et là, on a peur de revivre la même expérience qu'on a vécue pendant une décennie. Mes collègues étaient assiégés à Alep-Est jusqu'à 2016, avant la reprise donc des troupes loyalistes de l'Est de Alep. Ils étaient assiégés dans cette ville, ils ont vécu l'horreur. Et là, la crainte principale, c'est de revivre les mêmes problématiques. Des sièges notamment, on pense à la route orientale notamment. Parce que tout le monde est convaincu que l'armée loyaliste ripostera d'une façon aveugle, sans distinguer entre civils et combattants, sans épargner les structures de santé. Et mes collègues, traumatisés par le passé, ont toujours peur qu'ils vont revivre malheureusement la même expérience aujourd'hui à Aleppo-Ville ou dans les autres zones récemment reoccupées par les combattants de l'opposition. Les civils syriens et leur calvaire qui dure depuis maintenant, vous l'avez dit, depuis 2011, cela fait maintenant 13 ans. Salam Kawakibi, Bachar al-Assad peut-il tomber? Je pense qu'il n'y a pas... La décision qu'il tombe n'a pas été encore prise. La Syrie, depuis 2012-2013, n'est plus maître de son avenir. Mais qui le décidera alors? C'est un accord entre les forces régionales et internationales, notamment la Turquie, l'Iran, la Russie, dans la région, et voire les États-Unis un peu lointains. Militairement, est-ce qu'ils ont la capacité, ces insurgés, de prendre Damas et d'arriver à Damas? Militairement, ils ont la capacité, parce que surtout qu'ils ont récupéré pas mal de chars. Dans une journée, ils ont récupéré 46 chars T-70 avec leurs munitions qui ont été abandonnés par les soldats du régime. Mais je ne pense pas que leur plan, c'est d'arriver jusqu'à Damas. Slimane parlait tout à l'heure des chrétiens de Syrie. Vous disiez tout à l'heure qu'ils ne sont pas tous, qu'ils ont un peu changé, même si, bien entendu, vous le disiez, il faut prendre tout ça avec des nuances. Il y a tout de même de nombreux Syriens qui s'inquiètent de voir ces djihadistes avancer. Depuis l'arrivée... Vous savez très bien ce que disent beaucoup de Syriens, ni la peste, ni le choléra. C'est le cas dans la ville de Hama. Ni la peste, ni le choléra, à savoir ni les djihadistes, ni ce régime-là. Vous avez cité le père de Bachar al-Assad. Tout à fait, mais depuis leur arrivée à Alep, ils ont montré
vraiment une attitude très responsable. Ils ont allé voir les chrétiens dans leur quartier. Les Arméniens. Les Arméniens. Ils ont même publié des déclarations allées à l'encontre des Kurdes et des autres communautés, comme quoi vous êtes tous des Syriens, on est là pour vous. Et merci. Bon, ça c'est la politique. Après, on verra si les faits effectivement suivent les paroles, si les actes suivent les paroles. Merci beaucoup Salam Kawakibi, merci beaucoup Mego Terzian d'être venu sur le plateau et merci à Slimane Zeguidour, éditorialiste.